Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Ce soir, nous recevons Paul Sondo. Il vient nous parler de son premier roman, L'aube du sort sacré. Bonsoir, Monsieur Sondo. Bonsoir, Monsieur Kindo. Je rappelle que vous êtes commissaire de police à la retraite. Exact. Vous avez été notamment directeur général de la police. Exact. Vous avez aussi été conseiller technique des ministres de la Sécurité, mais aussi des ministres des Transports. Exact. Et vous êtes titulaire d'un Master 2 en planification opérationnelle de l'Université de Laval au Québec. Exact. Mais au début, vous avez eu un parcours assez atypique, pour ne pas dire éclectique. Oui, déjà, si vous voyez le titre du livre, et L'aube du sort sacré, vous décrivez, vous les faites en 3 mots. L'aube qui peut s'assimiler à un début, sort qui peut s'assimiler à des difficultés, et sacré qui peut être aussi des solutions. Vous voyez la contradiction qu'il y a entre sort et sacré. Généralement, quand on parle de sort, on voit le négatif. Mais quand on finit par sacré, on trouve que c'est le négatif qui s'est reconverti. Ça explique exactement ce que vous êtes en train de dire. Donc c'est une traçabilité qui n'a peut-être pas été préconçue de façon consciente, mais une traçabilité qui a amené la personne sur cette trajectoire, bon, et qui à un moment donné est arrivé à une destination où il ne peut pas te décrire comment il est parti. On ne peut pas décrire comment il est parti, mais L'aube du sort sacré, c'est une œuvre autobiographique, si on peut le dire, un récit de vie qui raconte l'histoire d'un adolescent d'Osson, et dans un certain village qui s'appelle Konsana. Voilà. C'est un village imaginaire, nous parlons de fiction. Et la vie de ce jeune homme, de cet adolescent, est pleine de péripéties, de turpitudes, mais aussi beaucoup d'enseignements, parce que ce jeune homme, à l'âge adolescent, a perdu sa mère et s'est retrouvé en quelque sorte, entre guillemets, chef de famille où il a ses frères et sœurs à sa charge. Absolument. Bon, je crois qu'on ne va pas trop se perdre un peu dans cette description, mais vous savez, chacun de nous a eu des petits noms et en déformation ou en chose depuis son enfance. Et effectivement, bon, à un moment donné, on s'amusait à se donner. Bon, et moi, mon petit nom, les gens m'appelaient Dosson, Dosson pour dire Sondo, et même qui poursuivait en disant Lop, qui veut dire Paul. Donc, si vous inversez, Paul, c'est voilà. Bon, c'est des petits noms comme ça. Bon, j'ai préféré garder le Dosson comme ça. Mais en réalité, la description n'est pas absolument et exclusivement la vie que moi, en tant qu'auteur, a vécue. C'est vrai que je me suis assumé en me mettant dans la peau de certaines personnes, mais j'ai vu des proches, j'ai vu des gens que je connais, que je connaissais comme ça, et certes qui ne me connaissaient pas, mais que j'ai vu également une enfance difficile, que j'ai essayé de récupérer et de les mettre exactement comme étant une banque d'enseignement. Parce que l'objectif du livre, c'est quoi? C'est pour la postérité. Mais Dosson était un garçon turbulent. Oui, absolument. C'est vrai, c'est même à cause de ça qu'il s'attirait aussi facilement les difficultés. C'est un peu aussi les conséquences de la turbulence. Contrairement à d'autres enfants qui peut-être n'ont pas eu ces défauts et se sont attirés le moins possible. Ils ont eu des difficultés, mais pas au même rythme. Oui. Et il est turbulent sans être malhonnête, sans être un petit délinquant, etc. Parce que vous racontez par exemple une anecdote dans le livre, à 6 ans, il était allé voir sa grand-mère et ensuite de retour, il se fait capturer par sa belle-mère, sa tante si vous voulez, et qu'il lui reproche, qu'il accuse d'avoir volé son billet de 100 francs. Voilà, ça c'est une époque oui, mais en fait, tu vois, vous dites la turbulence est la conséquence de la facile accusation. Vous savez, lorsque vous êtes dans une situation de suspicion, bon, le comportement de ceux que vous suspectez va être beaucoup plus
j'allais dire, bon, tu vois, la recherche de l'identification de l'auteur va facilement vers des personnes qui, de façon extérieure, ont un comportement assez pas réservé. Et si vous avez remarqué le contraste, ce que j'ai voulu faire comprendre, imaginez un peu un garçon de 6 ans, il appelle 1 mètre quoi, 1 mètre 20, même pas peut-être, et le récipient dans lequel il semble avoir été chercher ce billet était pratiquement plus haut que lui. Exactement. Alors, c'était normalement une excuse. Oui, l'argent était rare, et il fallait le cacher. Oui. Et moi, et le petit, en passant, n'avait pas une possibilité de voir de l'intérieur, à l'intérieur du jar. Mais il n'y a personne qui pouvait évoquer ça pour le sauver. Vous avez aussi raconté un peu l'entrée à l'école de Dossor, chez les pères blancs. Et finalement, ce détachement entre sa famille pour le confier à la famille éducative. Dosson avait son papa qui côtoyait un peu ceux-là du milieu fonctionnarial, si on peut les appeler comme ça, bon, qui semblait pour eux mettre son enfant à l'école, un fonctionnaire qui met son enfant à l'école, c'est tout à fait naturel. Il a voulu s'accommoder au milieu sans véritablement s'attendre à des efforts particuliers pour que sa progéniture puisse aller loin. Il en fait comme étant un effet de mode. Au moins, la seule distinction, il a eu l'avantage, au moins d'être motivé. Et si vous avez remarqué, bon, dès lors que Dosson n'a pas pu, et du fait de la faute de son directeur qui a fait perdre les documents, qui ne lui a pas permis avec ses camarades de pouvoir passer l'entrée en 6e, mais il est retourné à la maison et son père il trouvait que c'était déjà bien pour lui d'avoir été à l'école et de lever. Oui, pour un fils de paysan qui déjà s'aventurait, était là et il y avait très peu de lettrés dans le village et tout le temps les gens venaient pour qu'on lise une lettre ou pour qu'on rédige une lettre, c'était déjà trop. Exactement. Et voilà. Pas un peu vécu. Ah non, pas du tout. Oui. Non, et moi je savais déjà parce que tout petit que je suis et avec la proximité que j'avais avec également les prêtres, m'ont fait, et puis bon, les autres camarades que j'ai rencontrés, m'ont fait comprendre qu'en réalité, ce que je connais n'était rien pour ce que je devrais connaître. Malheureusement, j'avais des difficultés avec le respect, la courtoisie qu'il y a entre père et fils. Je ne peux pas amener mon père à le comprendre. Écoute, papa, tu as intérêt à me faire partir plus loin parce que. Non. Et à l'âge adolescent, absolument. Dosson est amené à, malheureusement, perdre sa mère et finalement les dures réalités commencent pour lui. Absolument. Parce qu'il est obligé de travailler étant élève pour pouvoir subvenir à ses besoins, mais aussi aux besoins de ses frères et sœurs. Alors donc, vous voyez, c'est ce cumul. Si vous regardez un peu la succession des difficultés, des souffrances volontaires, involontaires, conscientes, inconscientes, bon, ça vous convainc également que le terme sort à sa place. Voilà, c'est ici le problème du sort. Est-ce qu'un enfant qui, dès les premiers moments, rencontre ses turpitudes, rencontre ses difficultés, est-ce qu'il est à même savoir que ce sont des difficultés qui vont le quitter un jour? Il ne peut pas le savoir. Il ne peut pas le savoir. D'où, lorsque vous revenez à votre première question du début, quand vous introduisez l'émission, que la trajectoire était suivie comme quelqu'un qui avait embarqué une navigation à vue. Tout à fait. Vous voyez? Et c'est ça. Et dans sa vie d'élève, il va être amené à voyager. Oui. En Côte d'Ivoire. C'est ça. Et il sera tenté par l'aventure. Mais il aura toujours les pieds enracinés sur son terroir. Parce que simplement, pour lui, l'aventure n'est que juste provisoire parce qu'il en a besoin pour financer ses études, pour pouvoir supporter ses frères et sœurs. Et donc, on voit ici que les voyages que vous évoquez dans votre roman forment la jeunesse. Non, absolument. Et l'aventure, comme on le dit souvent dans un adage, on dit, une fois que vous abattez un voyageur, vous pouvez ne pas trouver de la graisse, mais vous allez trouver de la bile. Ça veut dire tout simplement ce que ça veut dire. Que lorsque quelqu'un voyage, il s'enseigne, il voit des choses. Et ce qu'il ne pensait pas pouvoir voir, il tire des leçons. Et lorsque vous avez l'occasion de le faire le plus tôt possible, vous avez la chance de l'exploiter de façon favorable pour la poursuite de votre vie. Et c'est ce que j'ai voulu faire comprendre ici, que les jeunes ne devraient pas se lasser de découvrir
n'est pas en faire l'aventure et les voyages comme étant une des loisirs à ne pas finir, mais faire des voyages, d'avoir une source de leçons. Voilà, une source d'enseignement. Voilà. Et donc, le voyage de Petit Dosson en Côte d'Ivoire et tout, il y partait, mais sa conviction, c'est de poursuivre parce que, bon, il sentait qu'il avait des capacités. Le temps qu'il est allé du primaire jusqu'au petit, dans l'émergence des religieux, a montré qu'il avait des capacités. Exactement. Il en était conscient. Exact. Et lorsque même il rencontrait d'autres personnes qui étaient toujours de façon en classe, dans les écoles, pendant les vacances, ben, je sentais qu'il avait des potentialités et qu'il avait encore sa chance dans la vie, malgré les difficultés. Oui, votre roman a été préfacé par un frère de la Sainte Famille, un de vos anciens professeurs français. Et cela montre aussi un peu l'itinéraire qu'a suivi Dosson, dans la mesure où il a été un peu proche des prêtres. Absolument. Je crois que s'il n'y avait pas eu le Juvénat, toutes les chances étaient plombées. Si je n'étais pas parti au Juvénat, toutes les chances étaient plombées. Vous savez qu'en son temps, même avec le certificat d'études, mais il n'y avait pas d'école privée, même si mon papa voulait. Même si le papa voulait faire poursuivre son enfant au collège, il n'y avait pas d'école privée. Et les écoles étaient quasiment publiques. Et même celles qui étaient un peu missionnaires, n'étaient plus aussi publiques. Donc il ne suffit que des gens qui ont l'entrée en 6e. Oui. Alors donc c'est dit que ce Juvénat, c'est-à-dire là où l'établissement qui a accueilli Dosson a été très déterminant dans sa vie, tant du point de vue éducation que du point de vue enseignement, mais presque c'est le fondement, c'est la base de la vie. Et finalement, je crois que c'est cette base-là qui a pratiquement été le socle, qui a été véritablement les racines profondes de l'évolution de l'adolescent. Oui. Et parlant des personnages de votre roman, on a Dosson, mais on a aussi les prêtres qui sont en quelque sorte des personnages incontournables dans la vie du jeune Dosson, mais aussi dans la vie du village de Kossana. Les pasteurs de l'église sont j'allais dire, sans me tromper, sont des frères psychologues. Ils sont des frères psychologues en ce sens que quand ils vous approchent, ils savent déjà évaluer qu'est-ce que tu peux apporter et qu'est-ce que tu peux être dans la société. Et ces personnes-là, ils les récupèrent, pas forcément qu'ils deviennent comme eux, mais qu'ils soient véritablement quelqu'un qui puisse avoir de l'utilité dans la vie. Bon, je ne savais pas pourquoi le prêtre qui s'était attaché à moi y tenait tellement, parce que là, il était véritablement, les gens l'appelaient le père de Dosson. Il est resté avec moi et moi je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il rentre en Europe. Et quand il est rentré en Europe, et même avant qu'il rentre en Europe, c'est qu'il y a mon deuxième fils qui lui aussi est parti au Juvénat. Et c'est encore, l'a trouvé pendant qu'il était encore en Afrique, mais c'était ces dernières années. Et il a continué avec lui, malheureusement, il n'a pas survécu, et il est allé. C'était véritablement mon père. N'eût été lui, et n'eût été l'Église, non, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, M. Kindo. Ce n'était pas possible. Donc l'Église, non seulement apporte beaucoup de choses dans la consolidation morale, déjà, c'est quelque chose. Une fois que véritablement vous y partez avec la conviction d'aller faire de la pastorale, même si vous ne le devenez pas, le fait que vous soyez parti pour conserve un peu les motivations de votre départ. Et eux, ils vous le consolident. Exact. Ils vous le décuissent et ils vous permettent également de continuer et de choisir véritablement. Bon, les gens ne partent pas dans les maisons pour devenir forcément, on va pour être prêtre, on va pour être religieux ou religieuse, mais en réalité, ce n'est pas, presque tous les fondateurs ne vous amènent pas forcément pour l'être. Ils préparent beaucoup plus les personnes qui ont fréquenté ces établissements pour véritablement gérer les nations. Exactement. Voilà. Et il y a cette mère aussi qui n'est pas là et qui transparaît dans tout le livre. On a comme l'impression que le jeune Dosson, pour sa maman arrachée à son affection prématurément, estime que c'est comme une revanche sur la vie de pouvoir s'engager pour les autres, en quelque sorte. Ah oui, il faut dire que lorsque j'ai appris, on m'a appelé le soir comme ça pour me dire que ma maman était partie, et je ne m'en revenais pas, je ne peux pas comprendre que je n'ai pas ma maman. Parce que sans elle, je ne me retrouvais plus. Et puis je me suis posé la question, mais comment on peut vivre sans sa mère? Ce n'est pas possible. Et moi, je voyais, mon papa, il était très mobile, il faisait un petit du commerce partout, et c'était beaucoup plus ma maman qui s'occupait de nous. Et moi, j'étais pressé, les jeudis qui tombaient sur les marchés, et c'est moi qui vendais les beignets.
Et je revenais, elle était bien contente. Et puis bon, le temps et les jours de l'école, mais vraiment, elle m'a surpris. Je suis né, je n'ai pas trouvé ma maman malade, je ne l'ai jamais vue malade. Et je n'ai pas compris quand on m'appelle pour me dire qu'elle est décédée. Et alors, donc, du coup, je me suis dit, mais c'est un engagement pour moi de voir ces frères qu'il m'a donné, qu'est-ce que je peux bien faire pour eux? Et là, déjà, je me suis dit, mais écoutez, j'ai la plus grande richesse, c'est que je suis en bonne santé, il faut que je me batte pour eux. Et c'est ainsi que, sans demander l'avis de qui que ce soit, bon, à chaque fois, j'avais quand même le souci de les amener là où je peux les amener. Bon, Dieu merci, quelques-uns s'en sont sortis, et puis c'est bon. Oui, dans le roman, il y a aussi cet ami Pébo, avec qui on veut tenter l'inconnu, le saut dans l'inconnu, l'aventure. Alors, ce monsieur, c'était pratiquement le plus intelligent de notre classe depuis le début de l'année, de notre recrutement. Nous sommes rentrés, et puis bon, on entrait avec... il était pratiquement le premier de la classe, du CP1 au CM2. Pratiquement. Tout le temps le premier. Il était impeccable et imbattable sur toutes les matières. Alors, et ce monsieur se retrouve ne pas pouvoir aller au collège parce que tout simplement on a jeté ses documents. Bon, moi je me débrouillais, mais je n'avais pas aussi de talent que lui. Et c'est lui qui constitue un gâchis pour moi. Quand je regarde aujourd'hui, c'est là que j'ai compris que les barricades qui sont érigées, ou du moins volontairement, contre les enfants du rural, a mis beaucoup de gens dans le décor. Ce monsieur que je connais très bien, et qui est toujours là, qui vit, voilà, mais qui n'a pas pu bouger, n'est pas parti plus loin, et pourtant il était surdoué. Je suis convaincu que s'il avait passé l'entrée en 6e, et si on devrait prendre les meilleurs, il allait être parmi les meilleurs. Parce que c'est le seul qui n'avait jamais reçu un coup de fouet du maître. Il connaissait tout. Malheureusement, il n'est pas parti au-delà du CM2. Et il y a Soulé également. Eh bien oui, Soulé, mon ami Soulé, qui effectivement aussi... vous avez des prêtres, non? Oui, mais là, je l'ai dit véritablement son nom. Parce que c'est quelqu'un qui a été très positif pour moi. Et lorsque moi, je revenais de mon aventure et que je lui ai dit, moi, il faut forcément que je continue. Il me faut aller forcément à l'université. Même si je vais aller à 90 ans. Il m'a dit, oh, c'est dit, mais il faut... Et lui aussi, il se battait bien. Il se battait bien, et puis ensemble, voilà, il a trouvé qu'on avait les mêmes déterminations. Et puis bon, partout où on avait des occasions pour essayer, amener l'autre à persévérer dans ses lancées, il le faisait. Et c'est ce que j'ai décrit ici dans nos petites aventures. Oui, tout à fait. Voilà. Et parlant des thèmes que vous avez évoqués, il y a le thème du courage, le thème de l'abnégation, le thème de la détermination. Et quelque part, on le sent, Dawson est un personnage pétri de courage, mais d'abnégation. Ben, au-delà de tout ça, il y a même un thème que je n'ai pas voulu prononcer. Il y a le thème de l'auto-humiliation. Il y a des moments que pour survivre, il faut s'auto-humilier pour qu'on dise, là on l'a vaincu, pour te permettre de continuer. Ah oui, il y a des moments où il faut jouer un peu vous voyez, à quelqu'un qui est humiliable. Vous voyez, tout en sachant qu'en réalité, si on montre ses bonnes forces, vous n'allez pas partir loin parce que la vulnérabilité était assez visible. Et donc, au-delà de tout et tout ça qui fait la détermination, le fait de dire, bon, écoutez, on évalue un peu les rapports de force et on se dit, de toute façon, le combat n'est pas propice pour le moment. Il faut pouvoir prendre un recul, prendre des forces et retourner au combat. Et un échec en tant que tel n'existait pas dans ma vie. C'est beaucoup plus un souci du succès que moi je voyais. Un échec, jamais. Oui. Voilà. Et il y avait aussi l'altruisme, l'amour de l'autre, le fait d'être porté vers l'autre dans l'amour, en lui apportant le secours, le soutien nécessaire dont il a besoin. Peut-être ce qui explique aussi votre vocation d'homme de tenue. Mais, M. Kindo, déjà que vous avez des gens qui vous en veulent sans que vous ne leur faites quelque chose, vous avez la chance d'avoir des gens qui vous aiment, il ne faut pas les renier, vous compliquez la situation. Et c'est un peu ça. Quand j'ai l'occasion que quelqu'un, en dépit de tout, n'est pas parmi ceux-là même qui pensent que je suis quelqu'un à combattre, mais du coup, je l'attrape, je ne veux pas qu'il m'échappe. Et quand souvent, à un moment donné, cette personne est peut-être subit l'influence et se retourne également dans d'autres camps, je sens une perte. Vous voyez? Et ça, je ne comprends pas comment un homme, la souffrance que l'on peut avoir déjà, en gérant, en considérant autrui avec haine, déjà on en souffre, c'est lourd.
On a comme l'impression que le narrateur est un philosophe qui s'ignore, qui s'oublie. Non, mais non, je vais vous dire une chose. La philosophie, c'est vrai aussi, une science. Mais la philosophie aussi, elle est une perception, c'est une vision. Lorsque moi je constate, quand je regarde un bébé qui, pour la première fois, apparaît au monde avec un cri, mais les gens applaudissent. Mais comment vous allez crier pour quelqu'un qui pleure? Alors le cri, ça traduit la souffrance. Pourquoi quelqu'un qui pleure, vous riez? Alors, mais j'ai dit non, il pleure parce qu'il sort avec l'esprit de la souffrance. Et lorsque vous voyez quelqu'un à la fin de sa vie qui agonie, même cette personne, vous ne l'avez jamais vu, vous voyez qu'il souffre et il pousse des cris. C'est encore là, ça caractérise la souffrance. Quand vous regardez les deux extrêmes, vous devrez faire votre vie en tenant compte de la souffrance. Ne souhaitez pas qu'elle soit là, mais souhaitez toujours la vaincre. La façon dont vous écrivez, on le voit, c'est des phrases avec des temps assez irréguliers où, quelque part, il n'y a pas beaucoup de surcharge. J'ai préféré de transcrire dans un français qui me ressemble, un français accessible, bon d'ailleurs que je ne peux pas faire mieux, mais je leur demande à ce que ça soit une... En le lisant, voilà, que ça soit beaucoup plus digeste. Voilà. Et c'est entre autres quand même des auteurs que j'ai admirés quand je lisais, le Camara Lai et Amadou Mpateba, principalement. Et commissaire Paul Sando, on va terminer par ça. Vous avez attendu la retraite pour écrire. Est-ce qu'on vous a empêché de le faire pendant que vous étiez en activité? Est-ce qu'il y a eu de la censure dans l'inspiration du commissaire? Non, pas du tout. Et la preuve, j'ai commencé à noircir les premières pages il y a quand même une dizaine d'années. Je l'écris, je classe. Donc je n'ai pas véritablement partagé l'intention pour être empêché. Peut-être qu'on pouvait me l'empêcher, mais je n'ai pas essayé. Alors j'ai tout simplement, il y a la faveur donc de la retraite qui a facilité l'aboutissement de l'ouvrage, mais je n'ai pas vu, bon, peut-être je n'ai pas vraiment exploité les textes qui interdisent les œuvres d'art, mais je vois qu'il y a beaucoup de policiers qui écrivent. J'ai bien de voir, il y a moins de 48 heures, un jeune qui vient de publier son livre. Je ne sais pas quels sont les textes qui, peut-être c'était des textes anciens, mais je ne suis pas très sûr que les textes aujourd'hui puissent bloquer ça. Mais c'est vrai, quand vous reprenez l'histoire de, voilà, Ernest Nongoma sur Colin Noaga, oui. Et bon, peut-être qu'en leur temps, effectivement, parce que ça fait quand même une sortie plus médiatique. Et lorsque vous sortez, vous devrez être autorisé à le faire. Et donc, c'est sûr que les textes ne le permettaient pas, mais je crois que les textes se sont assouplis. En plus de ça, c'est un livre dont la valeur, j'allais dire, la valeur de parcours, la valeur de vision, ne pouvait être aussi pertinente que maintenant. Parce qu'on décrit quelque chose pendant un certain temps. Et après, à partir de ce temps qu'on peut dire, voilà, vous aussi, sachez que ça peut vous arriver jusqu'à tel temps. Un peu le vin qui s'est bonifié. Voilà, oui, parce que vous savez bien, bon, vous avez beau être un bon nageur, tant que vous êtes encore dans le marigot, vous n'allez pas quand même dire que vous savez bien nager, il faut d'abord aller de l'autre côté. Donc, imaginez un peu ce livre que je l'avais écrit il y a 20 ans, 30 ans, on dit, mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce qui dit que ce que tu es en train de faire peut effectivement aboutir dans le positif? Alors, c'est aussi toutes ces considérations qui ont fait que moi, j'ai pensé attendre à un moment donné, si Dieu le veut, pouvoir faire passer le message. D'abord, il passe et s'avale beaucoup plus facilement par des personnes qui pensent que vous êtes leur tonton, qui pensent que vous êtes leur papa, qui pensent que vous êtes leur grand frère, qui pensent que vous avez quelque chose à partager avec eux et qui pensent que vous pouvez leur servir de la postérité, un souci d'améliorer, un souci de se conduire et un souci de l'espoir et non du désespoir. Merci pour ce formidable ouvrage du sort sacré. Certainement que le crépuscule arrivera un jour. Inch'Allah. Pour la grâce de Dieu, en tout cas, je compte quand même publier le crépuscule du sort sacré, si Dieu le veut, avec ici mon éditeur également, qui me suit de très près. Il me pousse encore. Alors, si j'arrive encore à avoir de la lucidité pour noircir davantage des pages pour vous. Merci à vous, mon commissaire, d'être venu parler et partager le contenu de l'Aube du sort sacré. L'Aube du sort sacré, votre premier roman, publié aux éditions Apollade, dans ce mois de mars
2019. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup, M. Kindo. Vraiment, merci pour tout. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci bien. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.